Bon, alors si vous le voulez bien maintenant, on va entrer dans cette deuxième phase qui est celle des regards croisés, en essayant de prendre alternativement des questions de la salle et également des questions venant des réseaux sociaux, parce que vous savez qu'on est, enfin, venant des internautes, parce que vous savez qu'on est aussi en conférence en ligne, et donc il faut y aller. Qui a une réaction au regard de l'une ou l'autre ou des deux de ces conférences? Oui, bonjour, j'ai une question pour le Crédoc. Ce qui était assez étonnant, c'est que vous n'avez fait aucune présentation faite en fonction du sexe. Parce qu'on peut vraiment imaginer que la diversité chez les femmes est complètement différente de celle chez les hommes. Et le fait de tout mêler, est-ce que ça fausse pas un peu vos résultats ? Alors effectivement, j'ai présenté que les résultats qui sont significatifs. Et donc, il n'y a pas de différence selon le sexe. Voilà, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Voilà, donc il y a peut-être des différences de variété, effectivement. Peut-être les femmes sont plus sur les poissons, moins sur les viandes, je ne sais pas. Mais ces indicateurs globaux, finalement, ne sont pas différents entre les hommes et les femmes. Sur ces types d'indices-là, mais peut-être que sur d'autres, oui. Je voudrais savoir, vu les présentations que vous avez faites, est-ce qu'il y a un slogan nutritionnel qui pourrait être efficace, utile et indiscutable? Parce que finalement, vos présentations sont un peu contradictoires, parce que vous dites, vous, que la qualité de l'alimentation et la diversité ne sont pas vraiment corrélées, alors que vous, du point de vue sociologique, c'est corrélé. Donc c'est presque un peu contradictoire, les deux présentations que vous avez faites. Est-ce qu'il y a un slogan pour vous, professeur Mariotti, qui vous paraîtrait pertinent? Par exemple, 5 fruits et légumes par jour, est-ce que ça a un sens? À un moment, c'était 10 fruits et légumes par jour, puis ça a été remplacé par 5 fruits et légumes par jour. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça a un fondement nutritionnel très précis? Voilà. Alors, on va essayer de remettre ça en place. Alors, il y a des éléments de contradiction parce que la littérature est contrastée. Je vous ai montré des choses qui vont dans un sens, des choses qui vont dans l'autre, et aurait aussi... c'est pas univoque, voilà. C'est ce qui fait la complexité de l'affaire, évidemment. On voit quand même, on voit quand même des associations entre des indices de diversité ou de variété et la couverture des besoins en nutriments. En général, ça marche assez bien. Ce que j'ai montré aussi, moi, c'est qu'il y avait des côtés un petit peu obscurs qu'a aussi montré Auré, c'est-à-dire qu'il y a des associations aussi entre la diversité et des profils de consommation ou des profils d'apport en nutriments qui sont un peu contradictoires à l'idée qu'on pourrait se faire au départ, voilà, et qui mêlent un peu les choses. La résultante, quand on prend, enfin, on a des résultats assez proches si on regarde les nutriments. Quand on compare avec le score NRF 9.3 ou avec l'indice qu'on a utilisé, on voit globalement, si on poule tout, on voit un meilleur profil d'apport en nutriments sur des régimes plus diversifiés. Simplement, à l'intérieur de ça, c'est très hétérogène. Voilà, on a des apports aussi en nutriments plus importants en nutriments qu'il faut limiter. On a aussi des apports plus importants en produits sucrés, par exemple. C'est des choses qui sont sorties d'observations différentes dans différents pays, dans différentes méthodes, différentes enquêtes. Donc il y a quand même des choses en commun, et ces choses en commun, ça nous dit que il y a un peu d'hétérogénéité et que derrière, il y a des comportements qui font que on peut pas, à mon avis, mais voilà, on est là pour en discuter. À mon avis, la diversité est pas un levier aussi simple que ça à actionner si on n'y met pas des garde-fous. C'est-à-dire, si on dit juste aux gens mangez plus diversifié, il y a des chances que pour une partie de la population, ça s'accompagne d'une plus mauvaise alimentation. Voilà. Pour certains, ça va faire une meilleure, pour ceux qui sont déjà sur des profils satisfaisants. Pour d'autres, ça pourra en faire une moins bonne.
on a quand même ressorti beaucoup d'associations un petit peu compliquées quand même à démêler. On a aussi des associations entre la diversité et l'indice de masse corporelle. On a aussi des associations avec le niveau socio-économique, la catégorie socio-professionnelle, avec le revenu, etc. Ça fait un paysage très, très complexe. Ce qu'il faut, c'est essayer de démêler quelles sont les causes et les conséquences. On a des profils d'associations très complexes. Quelles sont les causes et les conséquences? Est-ce que la diversité, c'est un levier? C'est-à-dire, est-ce que ça va agir comme une cause pour l'amélioration de la qualité de l'alimentation? Ou est-ce que c'est un marqueur? C'est-à-dire que c'est un truc qui est indirectement associé, qui est une coïncidence de comportements alimentaires beaucoup plus complexes que ça et qu'on ne peut pas résoudre à juste la diversité. Là ça reste entier. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire là-dedans. Pour répondre à votre question, quand même, excusez-moi, j'étais un petit peu long. Pour répondre à votre question, autant sur la diversité, eh bien, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien, c'est un petit peu équivoque. Autant sur les recommandations nutritionnelles à l'échelle de repères de consommation, à l'échelle de pyramide alimentaire, ce que j'appelle à l'échelle diététique, ce qu'on sait est très abouti et c'est le fruit de décennies de recherches énormes. On a expertisé tout ça. Ça a été fait en France par l'ANSES, ensuite traduit en nouveaux repères de consommation PNNS. Là, j'ai tendance à dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, ce qu'il faut recommander, c'est recommander aux gens de suivre les repères de consommation PNNS, avant tout. Alors après, est-ce qu'il faut assortir ça de messages sur la diversité? Est-ce qu'on peut se servir de la diversité par ailleurs comme un moteur pour promouvoir ce genre de consommation? La question est entière. Peut-être que oui, mais à mon avis, que je vous ai dit, c'est qu'il faut que ça soit associé à une structuration en repères de consommation globaux alimentaires. Oui, je voudrais poser une question parce que par rapport à la diversité et dans l'enquête du CREDOC, vous avez effectivement des aliments peu transformés comme les fruits et légumes, mais vous avez aussi des aliments ultra transformés comme les pizzas. Est-ce que le critère culinaire, puisque je peux dire comme ça, est-ce qu'il intervient aussi dans cette diversité? Et on sait très bien que toutes les recettes ne se ressemblent pas. Donc, c'est une remarque et je ne sais pas si ça apporte à la complexité de la diversité. Oui, effectivement. Alors là, le parti pris qu'on avait pris au CREDOC, c'était donc soit l'indice en 38 groupes, où effectivement on a des groupes de produits plutôt bruts, les viandes, la volaille, les fruits crus, les légumes, voilà. Et puis des produits transformés, des produits cuisinés, les plats composés, les sandwichs, les pizzas, etc. Donc oui, une des questions qu'on se pose nous, c'est est-ce qu'il faut décomposer ces groupes complexes en ingrédients et considérer les ingrédients, les rapporter, tous les fruits. Voilà. Est-ce que la fraise de la tarte aux fraises, est-ce qu'il faut compter le fruit ou pas? Voilà. Est-ce qu'il faut compter le lait de la pâte à crêpes? Est-ce qu'il faut... Voilà, je pense que la viande et légumes d'un couscous ou d'un hachis parmentier pose moins de questions qu'effectivement la tarte aux fraises. Mais c'était une des questions, oui. Juste pour compléter, ça pose aussi une question qui a été évoquée, qui est la question de la décomposition des plats composés un peu plus standards, comme des sandwichs, etc. Est-ce qu'on considère que les sandwichs, c'est un élément d'un sous-groupe sandwich? Ou je ne sais pas si c'est un sous-groupe sandwich, ouais, un sous-groupe sandwich, ou est-ce que c'est du pain avec ce qu'il y a dedans et que c'est simplement qu'on les a mis ensemble, voilà. Derrière, on ne représente pas les mêmes choses, enfin, c'est très compliqué. Un peu dans le même sens, pour insister sur cette question d'alimentation transformée, ultra transformée, est-ce que plutôt que de décomposer, ce serait d'introduire une notion de comportement alimentaire selon que l'on mange en restauration collective ou pas, qu'il y ait achat de produits tout faits ou de transformation, enfin de cuisine à la maison, etc. Il me semble que décomposer, pour reprendre la question aussi de la dame précédente, c'est-à-dire savoir quel message donner. À partir du moment où ce sont des messages déconnectés d'un comportement
synthétique finalement d'un consommateur, hein, qui, quand il mange chez lui, ils disent pas j'ai le jambon, puis le pain, puis la sauce, puis il faudrait relier peut-être cette question de nutrition, une question de comportement alimentaire, et donc au mode de transformation à la maison et l'industrie agroalimentaire. Bonne question. Est-ce que la question, c'est justement est-ce que sandwich fait maison ou industriel est vraiment différent? C'est pas évident. Oui, c'est pas le lieu de consommation qui est important. Là, je pense qu'il faut sortir de ça. Mais entre cantine ou fait maison, oui. C'est compliqué comme question. En tout cas, là. En tout cas, je doute qu'un indicateur de diversité alimentaire puisse aller aussi finement sur les compositions de chaque. Enfin, on est obligé de raisonner sur des compositions génériques. Donc là, on est plutôt sur des recettes. C'est vrai, les compositions de l'ANSES mêlent à la fois des recettes fait maison. Oui, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on s'appuie sur des tables de composition nutritionnelle d'aliments qui sont publiées par l'ANSES. Et ces tables s'appuient sur les compositions moyennes communiquées par les industriels et également des compositions moyennes de recettes faites maison, standards, génériques. Voilà. Donc avec moyenne, tout type de pizza, tout type de quiche. Voilà. Si vous le voulez bien, on a une question d'internaute, juste avant Bernard. Merci. Alors, la diminution du temps consacré à la préparation des repas est-elle en lien avec la diminution de la diversité alimentaire? Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, moins on a de temps pour préparer notre repas. On prend moins aussi de temps à table. Les temps de repas ont diminué. Parce qu'on a aussi une simplification des repas. Et puis, les temps de préparation ont diminué, la préparation du repas. Alors, à part le week-end, hein, on a des différences semaine-week-end qui sont importantes aussi. Mais on a une diminution des temps de préparation de repas parce qu'on a aussi des modes de vie qui changent. Avant, on avait une seule personne du foyer, un seul parent qui travaillait. Aujourd'hui, le travail des femmes est quand même ultra majoritaire. Donc, voilà, on a moins de temps à la maison pour préparer le repas, que ce soit les hommes comme les femmes, et donc on simplifie au maximum. Voilà. Donc effectivement, on a vu, hein, on compare les repas qui sont composés des repas qu'on va appeler complets entre entrée, plat, dessert, en laitage dessert, fromage dessert. Donc la part des repas complets diminue au profit des repas plus simplifiés où on enlève soit l'entrée, soit le dessert, soit les deux. Voilà. Donc notamment chez les jeunes, ce que je vous expliquais, le plat de pâtes se démocratise de plus en plus. Voilà. Donc on préfère une plus grosse portion d'un seul plat principal plutôt que de multiplier les préparations et du coup le temps de préparation. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'on va passer sur des aliments plus pratiques, moins long à préparer ou alors déjà tout fait. En fait, c'est intéressant la nature des questions parce qu'on essaye de voir ce qui est associé à la diversité et on se dit ah ben ça c'est tant mieux. Alors ça ne tient pas compte de ça, c'est dommage parce que ça devrait. Donc en fait, on essaye de tirer cet indice-là dans le sens qui nous arrange, mais ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire c'est ce que j'ai montré. La diversité en elle-même n'est pas bonne ou mauvaise. C'est juste requis de manger quelques aliments différents parce que sinon, à moins de 6 ou 7 aliments, on a quand même du mal. Voilà. Après, c'est pas requis. Les associations sont complexes. Effectivement. On se réjouit que ça tienne compte de la déstructuration, on va dire, alimentaire, du fait que les gens font de moins en moins de repas avec plusieurs éléments, entrée, plat, dessert, etc. On mange de moins en moins certains groupes alimentaires, parce qu'on se dit, ah ben c'est bien un indice de qualité de l'alimentation, finalement.
Mais par contre, quand on dit ah oui, mais ça tient pas compte quand même des préparations industrielles, des aliments ultra processés, etc. Ça c'est pas bien parce que on a dans l'idée que ce sont plutôt des aliments qui exercent un effet négatif sur la santé. Mais ça tient compte de ce qu'on veut que ça tienne compte. On peut aussi décomposer tous les aliments en ingrédients. Là, on va avoir une diversité énorme sur des gens qui ont recours à une alimentation industrielle. Et là, ça va plutôt être associé à une mauvaise qualité de l'alimentation. Enfin, je ne vais pas faire mal à Myrma, mais il y a quand même de bonnes chances, quoi. Voilà. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire rentrer. Ça dépend comment on taille l'outil pour qu'il représente au mieux de la qualité de l'alimentation. Donc, des relations avec de la satisfaction des apports en nutriments et des relations avec des critères de santé. Comme l'outil est encore un peu fruste et c'est très variable selon ce qu'on fait rentrer, eh bien, on a des résultats un peu paradoxaux selon certains termes. Quand on voit que c'est associé négativement, positivement, à l'indice de masse corporelle, on se dit ah mince. Là, il y a un problème. Mais voilà, enfin, tout ça fait partie d'un tout. C'est quelque chose de difficile à démêler. Voilà, donc il y a du pour et du contre, mais on peut envisager de restructurer un indice de diversité basé sur l'observance, l'adhésion de recommandations alimentaires générales. C'est encore la meilleure manière de l'adosser à un substratum nutritionnel solide, quoi. Voilà. Oui, une question pour le professeur Mariotti, peut-être aux FAS aussi. Vu cette complexité qui ne va pas s'arranger, y a-t-il pas moyen de revenir finalement sur des messages de bon sens, sur se nourrir c'est quoi, comment se nourrir, et sur des questions que tout le monde puisse s'approprier de façon finalement objective. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de revenir sur des choses qui soient simples? On s'y emploie. Voilà, on s'y emploie. L'objet quand on fait des recommandations, en France, on fait des recommandations alimentaires sur la base de recos de consommation par groupe, avec des portions, etc. C'est ce qu'on fait. C'est pas extrêmement compliqué. Dire aux gens, on aurait mangé au minimum 5 portions de fruits et légumes par jour. Voilà, des choses comme ça. Après, moi, je crois qu'il y a une façon, si on veut faire intervenir la diversité, parce que je veux pas non plus faire la mouche du coche ici. Je dis pas que la diversité, ça n'a pas d'intérêt. Ça a quelques caractéristiques intéressantes, nutritionnellement. Mais il faut encore une fois, il faut l'associer. Donc, si on veut faire intervenir la diversité, il faut dire aux gens tout simplement, et si on veut avoir des messages très simples, c'est-à-dire qu'il faut avoir des apports variés dans les groupes alimentaires dont on veut favoriser la consommation. Donc, il faut dire aux gens, manger varié, manger des fruits et légumes variés. Pas des boissons sucrées variées ou des biscuits variés. Vous voyez, c'est ça le message, finalement, qui est plutôt simple. Voilà. Peut-être un peu trop simple, je ne sais pas. Je me permets un élément de réponse puisque vous avez interpellé le FAS. On croyait que le sujet diversité était apparemment simple. On se rend compte au bout d'une heure, un quart, que ce n'est pas totalement le cas. Est-ce qu'il faudrait pour autant renoncer à... est-ce qu'il faudrait s'arrêter à 1h20 de réflexion sur le sujet au motif qu'il faudrait aller sur des choses plus simples? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, à la fin, je vous proposerai un ou deux petits mots de synthèse pour vous dire comment je vois la suite. Et je crois que la suite, il doit y en avoir une, confrontée à la situation d'espèce à laquelle on se trouve, où on voudrait un monde merveilleux dans lequel l'IMC fût corrélé à la diversité alimentaire. Manque de peau, il est inversement corrélé à la diversité alimentaire. Donc il va falloir qu'on s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Est-ce que pour autant ça rend le critère diversité alimentaire non pertinent? Là, je ne le pense pas. Donc je pense en revanche qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et après, moi, j'aurais une ou deux questions aussi sur ce qui me paraît être le cœur du problème, c'est-à-dire le décompte que vous faites. Comment on compte les catégories, etc. etc. Première idée. Deuxième idée, l'insoluble équation entre le sort qu'on réserve à deux catégories d'aliments totalement distinctes par rapport aux recommandations nutritionnelles. 1, celle dont on veut accroître la consommation. 2, celle dont on veut réduire la consommation. Et qu'on introduit à l'intérieur du même critère. Et évidemment, ça bug. Il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne forcément moins bien quand on ajoute des plus et des moins. Voilà.
Oui, moi je voulais remercier les orateurs pour la clarté et la simplicité de leur message. Ça illustre tout à fait la complexité de la nutrition en général. Et ça interdit évidemment les idées simplistes et les recommandations trop dures. À titre d'exemple, vous avez bien montré une corrélation parfaite, parce que je crois que c'est à propos du diabète, et où, sur une droite de corrélation manifestement vraiment très belle, très significative, on avait tout de même, pour un point donné, des variations qui allaient de 1 à, je ne sais pas, je n'ai pas vu exactement, mais ça doit être de 1 à 10. Ce qui prouve bien qu'une recommandation en termes de santé publique globale pour une population, ce n'est pas nécessairement la même chose qu'une recommandation pour un individu donné. La deuxième remarque, c'est qu'il est clair que pour l'économie de subsistance, comme vous l'avez montré là c'est très clair. Mais pour les pays dits développés, ou pour nous en particulier, ce qui me paraît clair, c'est que on peut difficilement en tirer des conseils précis, et que de toute façon, la diversité doit prendre en compte les calories. Vous l'avez cité tout à l'heure, je crois, dans votre dernière diapositive. La diversité, si c'est pas associé à contenu énergétique, ça a éventuellement beaucoup moins de valeur. Parce qu'on peut avoir quelque chose de très divers, mais avec des ingérés caloriques complètement différents. Et quand on regarde, par exemple, ce qui se passe pour vos scores de diversité dans les différentes régions, par exemple, on voit bien que, par exemple, la région du Nord, qui est une région où il y a le plus d'obèses en France, est aussi associée à un score de diversité faible. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend aussi de l'ingéré calorique dans ces différentes régions. Ce n'est pas la même chose dans le nord et dans le sud. Donc la diversité n'a peut-être pas le même sens en fonction des régions, en fonction des habitudes culturelles, etc. Et enfin, on parle d'un score d'adéquation nutritionnelle. Mais ça, c'est une donnée de base qu'on érige en impératif catégorique. Car finalement, un score nutritionnel favorable, il est valable pour une collection d'individus en gros, mais il n'est pas valable pour un individu donné, parce que les besoins sont radicalement différents d'un individu à l'autre. Alors, effectivement, je ne veux pas ergoter sur le slogan 5 fruits et légumes, qui en soi est probablement effectivement une très bonne chose. Mais il faut faire attention aux repères de consommation. Les repères de consommation du PNNS, s'ils sont suivis régulièrement et scrupuleusement, en tant que clinicien, je peux vous affirmer qu'il y a 20% de la population qui prend du poids. Parce qu'on recommande, par exemple, 2 ou 3 féculents par jour. C'est pas possible, ça. Alors, en plus, il y a l'adéquation entre la recommandation et l'espace culturel, qui fait que si la recommandation est trop éloignée des habitudes des gens, le pas à faire est beaucoup trop large pour qu'ils puissent y adhérer. Voilà les quelques commentaires que je voulais faire, mais ça ne remet pas en cause vos calculs de diversité. Ça remet en cause, ou ça peut poser problème quant à leur application dans le cadre de recommandations. Car on parle là, vous parlez, mais ça c'est le rôle des épidémiologistes, je ne le conteste pas une seconde, mais on parle pour un homme et une femme moyenne, standardisés. Or, ça ne correspond pas aux besoins réels de l'ensemble de la population. Je voulais faire remarquer ça, parce que c'est toujours le vieux débat entre la médecine individuelle et l'épidémiologie des populations. Et c'est souvent irréconciliable comme point de vue, les deux ayant tout à fait leur raison. Les uns en termes de santé publique, où c'est probablement utile, et les autres en termes d'apport individuel, où on a beaucoup plus de mal à adhérer à ça. Voilà des petites remarques que je voulais faire. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, ou si vous avez, ou si finalement le clinicien et l'épidémiologiste peuvent s'entendre.
Je vais répondre, mais rapidement, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures, et tous les deux. Oui, bien sûr, c'est bien. Moi, je pense, c'est pas une question de, c'est une question de, quand on s'adresse à une population, on est obligé de s'adresser à une population, et c'est pas la somme d'individus. Donc, on est obligé de prendre des raccourcis, des simplifications pour aboutir à des repères, voilà, des repères de consommation qui vaut pour un individu moyen qui n'existe pas, voilà, mais bon, qui est quand même encore le plus représenté dans une population. Et puis, voilà. Sachant qu'on a une imprécision quand même, surtout on a un niveau d'incertitude sur chacun des paramètres qui fait qu'on n'est pas dans... On est vraiment pour fixer des ordres de grandeur, des repères, et finalement je trouve que c'est pas si mal que ça. Pour rentrer un peu dans le détail, on peut avoir des... Alors ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que sur l'adéquation nutritionnelle, souvent... c'est des indices très grossiers qui tiennent compte d'aucune variabilité du besoin dans la population, etc. C'est pas ce qu'on fait nous, parce qu'on a quelques prétentions en la matière. Donc nous, on a des approches probabilistiques, on calcule l'adéquation nutritionnelle pour chacun des individus sur la base de leur répartition aléatoire, selon des lois de distribution du besoin dans la population, etc. Alors, bien sûr, avec beaucoup d'incertitudes, mais on a une approche quand même où on dérive des paramètres de population sur la base de l'ensemble de la vision sur chacun des individus modélisés, on va dire. Bon, c'est peut-être un petit peu un niveau de détail, peut-être un petit peu superfétatoire. Mais voilà, donc les associations, par exemple, que j'ai montrées entre l'adéquation nutritionnelle et la diversité sont basées sur des indices un peu fins à l'échelle des individus. Chaque point a été un individu simulé, voilà. Bon, ce qui veut dire que quand même, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même des associations fortes en population, assez bien documentées, mais la complexité de l'affaire est tout entière et extrêmement démêlable. Et ça nous renvoie à la complexité inhérente de la nutrition de façon générale, qui est un casse-tête auquel on s'emploie. Là où il faut faire très attention, c'est que quand on érige des repères, les gens les intègrent comme des impératifs. C'est-à-dire que je ne respecte pas les normes, je suis un mauvais client, et c'est un argument qui est vrai aussi. C'est pas de votre faute. C'est l'interprétation qui peut en être faite lorsque l'on est rigide, par exemple, sur une classification des aliments. Ah ben c'est toujours ce que je dis. On me dit, est-ce qu'il faut manger ceci? Oui. N'étant pas informatifs, mais prescriptifs, et ne donnons pas les raisons pour lesquelles on a classé tel aliment comme si... Je suis assez d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est un point de vue partagé par l'ANSES. C'est un point de vue partagé. On a commis un avis à ce sujet. Voilà. Voilà. Bon, ça va bien. Oui. Donc on voit bien effectivement que la diversité doit être associée à d'autres éléments. Quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est des portions consommées, parce que si ça a été abordé quand même par Aurel, qui disait que plus les portions étaient fortes, plus la diversité diminuait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas confondre non plus portions et quantité consommée, parce que d'un autre côté, les quantités consommées, plus elles augmentent, plus la diversité augmente. Non, augmente, puisqu'on mange de plus de choses. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen d'associer cette notion de portion, c'est-à-dire de chaque aliment consommé qui devrait être consommé en quantité raisonnable. On revient sur un mot un peu bâtard, à bateau plutôt que bâtard, quantité raisonnable, parce que sinon ça marche pas. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on mange, plus on a de chances de manger des choses différentes et plus la diversité augmente. Mais plus on mange des petites portions de chaque aliment, plus on a de chances de diversifier et plus on a de chances d'avoir l'adéquation nutritionnelle, etc. Effectivement, on a vu que ceux qui ont une diversité alimentaire plus élevée ont de plus faibles portions que ceux qui ont une diversité alimentaire plus faible, mais ont par ailleurs, mangent plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est effectivement donc, les portions sont plus petites, peut-être qu'ils fractionnent plus leurs aliments, déjà, premier point. Et là, on touche du doigt effectivement selon... Alors est-ce qu'on peut fixer des portions
donc déjà, nous, dans notre indice, on n'a pas fixé de seuil de portion minimum. C'était le nombre de framboises nécessaires pour compter la framboise. Nous, on a dit que dès qu'on mange une framboise, c'est bon, ça fait une framboise. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de cas où on mange qu'une seule framboise, donc on s'est dit que ça allait, le flou était acceptable. Mais quelle est la portion raisonnable pour chaque aliment, du coup, à fixer? Et est-ce que ça dépend de chaque groupe alimentaire? Est-ce que ça dépend des personnes, des besoins de chacun? Voilà, donc tout ça, c'est complexe encore. Hein. Vous voyez là, quand on essaye de faire ça, en fait, quand on se ramène à des portions indexées sur, quand on compte juste de la variété ou de la diversité, on se rapporte éventuellement à une portion pour pas considérer un apport qui serait pas significatif. Manger une groseille, pas forcer encore le trait. Une groseille, ça compte pour une consommation de groseille. Donc on peut éventuellement faire ça pour décompter une contribution nutritionnelle, enfin chose de vraiment une consommation vraiment au sens courant. Si on essaye par contre d'indexer ça sur une consommation de portions au sens des portions qui sont des niveaux de consommation constatés, comme les portions qu'a produit l'ANSES par exemple, alors à ce compte-là, et si on va compter un nombre de portions, et là on a un score d'adhésion aux recommandations, on n'a plus un score de diversité. La question, on peut faire ça, enfin moi je trouve que c'est très bien. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de la variété à un niveau, à un échelon plus fin. C'est-à-dire, est-ce que là, il y a un avantage à manger varié à l'intérieur des sous-groupes qui constituent les groupes dont on fait des repères de consommation par portion, oui ou non, et est-ce que ça dépend des groupes qu'on considère aussi. Et là, comme disait Monsieur Nero, ça dépend peut-être des groupes dont on a envie de favoriser la consommation ou des groupes dont on a envie de limiter la consommation. À mon avis, enfin, on n'a pas d'éléments directs à verser au dossier, mais ça paraît un peu intuitif de penser que si c'est la variété au sein des groupes dont on veut favoriser la consommation, par tous les leviers qu'on a constatés, ça devrait être favorable au suivi des recommandations, et voilà, et sinon, non. Alors, une question d'internaute. Est-ce que le panel de 2000 ménages est représentatif de l'émergence de la consommation raisonnée, AMAP, bio, etc. Alors, représentatif, on ne peut pas dire qu'il est représentatif, voilà, mais il est représentatif des critères sur lesquels on a recruté cet échantillon de ménages. Donc c'est les quotas qu'on a utilisés. Voilà. Donc en ce sens, on peut dire qu'ils sont représentatifs des Français. Et donc par ce biais-là, on peut mesurer effectivement les comportements autour de l'achat local, AMAP, etc. On a aussi, effectivement, on voit une augmentation de l'intérêt pour tout ce qui est bio, local, made in France, les produits régionaux. Effectivement, ça, on voit une progression de l'intérêt pour ces critères-là, dans l'intention, en tout cas, d'acheter ces produits-là. Et on a aussi fait important une pénétration de plus importante des personnes qui se déclarent flexitariens, donc ceux qui, pour des raisons autres que financières, veulent privilégier une consommation plus faible de viande. Voilà, donc effectivement, on capte ces personnes-là. Des questions dans la salle? Pour moi, c'est un peu orthogonal. Ça vient pas des mêmes bases. C'est pas fait pour faire les mêmes choses. On en pense qu'on en pense. C'est encore autre chose. Mais sauf si on voulait dire, sauf si votre idée, c'est de dire qu'il faut manger diversifié des aliments qui ont une jolie couleur verte et manger pas trop varié des aliments qui ont une couleur rouge. Mais le message, c'est plutôt qu'il ne faut pas manger des aliments à couleur rouge et qu'il faut manger des aliments à couleur verte. Donc bon, je trouve que ça apporte pas beaucoup. Il y a pas,
Enfin, je vois mal les articulations, en fait. Mais bon, peut-être qu'il y en a. Oui, une question sur les états généraux de l'alimentation viennent de se terminer. Il y a eu toute une période de concertation l'année dernière. Est-ce que vous y avez participé? Première question. Et deuxièmement, est-ce que le résultat de vos études est de nature à orienter la mise en œuvre de ces plans, et notamment, on revient au PNNS, mais aussi au PNA, et puis même un troisième plan qui, d'après ce que j'ai pu lire, doit être fusionné, d'ailleurs plus ou moins, rapproché, bon, sous l'égide du CNA, nouvelle formule. Là aussi, on ne sait pas trop exactement comment ça va tourner. Mais ma question, est-ce que de tout ça, et notamment l'évolution sur les années, que vous avez très bien démontré, devrait être de nature quand même à faire réfléchir les décideurs sur la pertinence des politiques menées dans le passé, et notamment sur les différents PNNS successifs. Ouais, je commence et puis... Est-ce que le CREDOC déjà a participé aux États généraux? On a été consulté effectivement dans le volet sur quelles sont les attentes des consommateurs, puisque justement on a des données sur les comportements alimentaires des consommateurs et qui nous donnent des pistes, des clés de réflexion sur quelles sont leurs attentes aujourd'hui et comment est-ce qu'elles ont évolué et comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à l'évolution de ces nouvelles attentes aujourd'hui. Donc en ce sens, oui, on a participé. Après, non, je pense qu'il n'y avait pas assez de données sur l'évolution de la diversité à l'époque. Donc, après, effectivement, on cherche à poursuivre ces travaux, éventuellement à publier pour que justement ça puisse se savoir et qu'on puisse préserver un petit peu cette richesse française de la culture alimentaire variée qu'il y a en France. Voilà, donc effectivement, il faut en parler, mais on est là aujourd'hui pour lancer le débat, donc c'est bien. Alors moi-même, je n'ai pas participé aux États généraux de l'alimentation. Par contre, je fais partie pour l'INRA d'un groupe de concertation du CNA sur une alimentation favorable à la santé, où on réfléchit un peu à ce genre de choses, mais c'est un petit peu touffu pour le moment, mais on réfléchit à ça. Je trouve que la question de la diversité est intéressante. Enfin, c'est ce qu'a dit Auré vis-à-vis de ce que la chute de la diversité dans la population, que tu as bien montré, qui est assez nette quand même. C'est pas anodin quand même comme mouvement. Elle nous interpelle parce que il me semble, surtout si on prend la diversité sur 5 groupes, c'est un très bon marqueur d'un gros niveau de déstructuration d'une alimentation classique, quoi, voilà. Donc c'est très interpellant. C'est un signal, je trouve, c'est un marqueur assez édifiant en fait sur l'évolution des consommations, des profils diététiques, etc. Et c'est à ce titre-là que c'est intéressant de voir que c'est associé à une baisse de consommation de fruits et légumes, par exemple, des choses simples. Si on revient au basique, on voit, enfin c'est ce que tu as montré, que la plupart de cette baisse est expliquée par une baisse de consommation des fruits et légumes, enfin, numériquement, quoi, voilà. Donc la question, c'est de dire, est-ce qu'on dit que la solution à ça, c'est manger davantage varié et diversifié, ou est-ce qu'on dit la réponse à ça, c'est manger plus de fruits et légumes, nom de Dieu, si vous me permettez de passer l'expression. Voilà. Voilà. Ben oui, mais je sais bien, mais voilà. Comme celle qui est sortie au moment du salon sur les teneurs en pesticides, etc. Toute l'étude qui a été médiatisée avec ce site qui a eu un écho considérable, alors qu'elle ne montre que le fait que dire que la grande majorité des fruits et légumes sont conformes aux normes en vigueur, à la réglementation en vigueur, cette campagne est arrivée juste au moment du salon. Une conséquence d'ailleurs amusante. Le ministre de l'Agriculture ne s'est pas arrêté au stand des fruits et légumes parce qu'il avait peur de se faire interpeller par quelques journalistes sur place, etc. Enfin bon, il y a quand même une conjonction là d'utilisation médiatique d'études qui finalement ne mettent pas en cause le critère les 5 fruits et légumes autres, mais
médiatiquement, l'effet est terrible. On ne mange pas de fruits et légumes parce qu'il y a trop de pesticides. Et que la plupart ne respectent pas. On n'en mangeait pas beaucoup avant, oui, mais avant, et je pense que la diminution qu'on a constatée n'est pas due à une prise de conscience sur la teneur en pesticides. Je pense que c'est une déstructuration de l'environnement global, sociétal, de l'alimentation. Maintenant, la question que vous posez, c'est la question du levier. Est-ce qu'il faut continuer à dire aux gens manger plus de fruits et légumes? Moi, je crois. Comment il faut leur dire? Comment il faut faire en sorte qu'ils le fassent, etc. Comment on peut faciliter ça? À mon avis, tout le débat est là. Maintenant, comment on peut faire intervenir la diversité là-dedans? Peut-être que ça peut être en disant manger des fruits et légumes en quantité et de façon variée, parce que ça peut être aussi une façon d'accepter une plus grande consommation de fruits et légumes en montrant la variété qu'il peut y avoir derrière, et donc chacun y retrouve ce qui lui plaît à consommer à différents moments de consommation, différents fruits, différents légumes préparés de différentes manières. Peut-être que c'est là où on peut appuyer un petit peu sur les deux leviers, un levier de communication en termes de groupes alimentaires, de repères de consommation très général, qui est quand même assez intéressant. C'est là qu'on a des associations avec la santé, c'est pas sur le reste. Ensuite, c'est plutôt la façon dont on le fait, dont on promeut ça, et les moyens très, très pragmatiques qu'on donne à la population pour favoriser ça. Voilà. Non, après, il y a des débats sur la communication positive ou négative qu'on met derrière. Hein. Je suis d'accord. Ça n'empêche pas qu'on peut chercher à baisser le niveau de pesticides. Je vais même aller encore plus loin, je vais faire hurler, mais ce qu'on dit beaucoup, ce qui est quand même ressorti depuis longtemps quand même dans les recommandations, c'est que quand on parle de diversité, c'est pour dire diversifier les sources d'approvisionnement de façon à diversifier les sources de contamination. En fait. On l'a dit depuis très longtemps pour le poisson gras, notamment, en disant varier les sources d'approvisionnement, parce que comme ça, on ne va pas buter contre les limites supérieures de sécurité en certains contaminants. Si on prend différents poissons, on va un peu mélanger les contaminants. C'est un truc aussi ancestral, mais bon, c'est revenu au goût du jour. Il en va de même pour les fruits et légumes. Hein. En ayant une variété de consommation de fruits et légumes, on diminue l'exposition à certains contaminants qui peuvent être apportés en quantité non négligeable, disons. On voit que le sujet est évidemment complexe, hein, et que l'alimentation, c'est quelque chose de très multifactoriel là, qui s'inscrit également dans le cadre de vie. On a parlé de la structuration des repas, on a parlé de temps de plus en plus long, dans des manque de sport, etc. Mais est-ce qu'il y a en termes je suppose que vous avez aussi des coopérations avec d'autres pays, des modèles alimentaires dont il serait intéressant de s'inspirer, et des messages qui auraient été utilisés dans d'autres pays et dont on pourrait aussi s'inspirer. Parce qu'on voit que les messages nutritionnels, jusqu'à présent, même le manger 5 fruits et légumes par jour, je ne crois pas que ça ait eu beaucoup d'effets. Hein. On voit même que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Donc c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a tendance à retomber, parce que je reviens sur le Nutri-Score, je ne porte pas de jugement sur le Nutri-Score, mais on voit bien que c'est un système qui est extrêmement, j'allais dire simpliste. C'est peut-être pas le terme, mais pas... réduire l'alimentation ou la qualité d'un ingrédient ou à un code couleur, ça ne correspond pas du tout à la complexité de l'alimentation et à l'éducation alimentaire qu'on doit faire du consommateur, probablement d'ailleurs dès son plus jeune âge, ou en tout cas prendre l'éducation alimentaire à un stade assez jeune. Mais donc, ma question, c'est sur les succès ou les échecs dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer ? Alors, je ne sais pas si on peut dire rigoureusement qu'on n'a pas arrêté de dire qu'il faut manger des fruits et légumes, et ça n'a eu aucun effet, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé si on n'avait rien dit. Il faut se méfier quand même de ce genre de choses, même par principe d'hygiène, on va dire. Alors, les autres pays font pas mieux. Hein. Faut pas s'autoflageller. En France, on a fait un certain nombre de choses. Alors, on aurait pu faire mieux, sûrement, etc. Dans les recommandations, aux États-Unis, c'est un très bon exemple. Hein. Ils ont fait des recommandations bien avant nous, des recommandations pas du tout abracadabrantesques, des choses assez simples, et ça n'a pas du tout été suivi.
Voilà. On pourrait rentrer dans le détail, je pourrais en parler pendant longtemps, ça n'a pas été tout suivi. Les recommandations au niveau international, il y a une convergence. On sait ce qu'il faut manger, hein. Ça on le sait. Hein. On dit toujours les nutritionnistes ne sont pas d'accord, etc. Si, franchement, que vous prenez des agences internationales de haut niveau, ils sont tous d'accord, on dit tous la même chose. Voilà. Maintenant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? À mon avis, c'est pas que ça ne marche pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas que ça ne marche pas parce que on dit pas ce qu'il faut faire. C'est parce que ça ne marche pas parce qu'on ne donne pas aux gens les moyens de faire ce qu'on leur dit de faire. Voilà. Et ça, derrière, c'est toute l'action publique, c'est toute l'action privée aussi. Voilà, c'est les différents acteurs qui tirent sur différents paramètres de l'alimentation et pas dans le bon sens, enfin pas dans le sens de la nutrition de santé publique jusqu'à présent. Voilà, mais ça peut changer.